Bonjour à tous, plutôt bonsoir à tous, car il se fait tard. En ce moment, je lis un ouvrage intitulé La naissance du vaccin de Yves-Marie Bercé et qui aborde donc le début de la vaccination, celui de la variole. Vous savez qu'auparavant, avant les années 1800, les gens se faisaient inoculer, notamment je crois à partir de 1720, mais je ne suis pas encore un grand érudit sur cette question puisque je n'ai pas terminé cet ouvrage qui est paru aux éditions du Cerf dans la série Histoire Lexio. Donc Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut. Donc cet ouvrage n'est pas un ouvrage vraiment de vulgarisation, il est assez complexe et j'ai un peu buté au départ et je voudrais quand même vous le faire découvrir avant de vous le présenter peut-être plus en détail. Vous lire la présentation qu'il fait d'une princesse de Piombino, une princesse éclairée de la famille Bonaparte, qui, dans sa principauté, a favorisé la vaccination contre la variole. Voilà, donc c'est une manière de mettre en évidence une femme intelligente, éclairée, cultivée, pour montrer que déjà la famille impériale n'était pas constituée que d'arrivistes, mais qu'il y avait des gens intéressants. Bon, il y a aussi, vous me direz, Hortense de Beauharnais, qui était tout à fait intéressante et séduisante, mais voyez, cette princesse de Piombino que je découvre, et je vais vous lire un petit peu ce que nous raconte Yves-Marie Bercé. Alors, j'ai le droit de le faire dans la mesure où ça n'atteint pas les droits d'auteur, dans la mesure où c'est un extrait. J'ai le droit de lire un extrait de son livre. De toute façon, ça lui fera une petite publicité. Le voilà. Je vous montre pas le titre parce que je crois qu'il apparaît à l'envers. Je suis pas sûr, mais voilà. Il est pas très cher. En plus, j'ai dû payer 9,50. Voilà. Je vous conseille de l'acheter, mais c'est un livre un petit peu complexe. Alors voilà, je commence. Page 64. Dans les domaines napoléoniens, la personnalisation du pouvoir n'avait pas moins de force symbolique. La primeur du volontarisme vaccinique appartenait à Élisa, princesse de Piombino. La vaccination avait été introduite dans le territoire de Lucques en avril 1804, peu avant que la terrible attaque de fièvre jaune à Livourne n'attire plus encore l'attention sur les nécessités d'une politique hygiéniste. Élisa reçut le pouvoir à Lucques en juin 1805 et, dès le mois d'octobre, elle rendait la vaccination obligatoire. Les médecins qui persistaient à pratiquer l'inoculation variolique étaient menacés d'interdiction. L'inoculation qui, sauf erreur de ma part, corrigez-moi si... ne me donnez pas le fouet, corrigez mes erreurs si je commets une erreur, c'est vers 1720 que ça a commencé. Et Marie-Antoinette, la reine consort, avait bénéficié plutôt d'une inoculation. Alors, voilà, les prêtres étaient sommés de dénoncer les cas de contagion. C'était sans doute le premier exemple de coercition inscrit dans la réglementation, mais la mise en œuvre restait problématique. Au printemps 1806, alors qu'Élisa attendait une naissance, la variole régnait dans ses États. Despote éclairée, Élisa avait fait de bonnes études à l'institution des Demoiselles de Saint-Cyr, entre parenthèses dont je parle dans un de mes livres, très intéressant d'ailleurs ce livre, enfin bref, c'est une parenthèse. Elle avait, comme son grand frère et toute sa génération, lu avidement les philosophes. Elle voulait soumettre à la raison et au pouvoir les corps et les esprits. Elle fermait une trentaine de couvents et fondait quelques écoles. Voyez, comme l'a fait un peu d'ailleurs Étienne Guillemin, il a fermé une école de frères qui enseignait de manière un petit peu trop archaïque. Talleyrand l'appelait la Sémiramis de Lucques. Sémiramis, vous connaissez le personnage sans doute, notamment pour l'avoir écouté dans des opéras, rappelez-vous la Sémiramis de Rossini, notamment, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Le souvenir de deux petits garçons perdus en bas âge l'a hanté, alors que sa maternité approchait et que lui parvenaient des nouvelles de décès varioliques multipliés alentour, dans la ville même et à son hôpital.
Dans son inquiétude, elle fit venir pour assister son chirurgien personnel des savants parisiens dont le grand hygiéniste Jean-Noël Allais, qui venait de commencer son enseignement au Collège de France. Dès leur arrivée, ces médecins se mirent en quête de fluide. Ils le trouvèrent à Camajor, dans les collines Apuanes, où une campagne de vaccination était en cours. La princesse Elisa Napoléon vit le jour le 3 juin. Le 10 juin, un vaccinifère convenable fut choisi. Le soir même, son vaccin était transmis à l'enfant de la nourrice, puis le 17, le vaccin passait de la sœur de lait à la petite princesse elle-même et à 3 autres enfants de la maison d'Elisa. Enfin, le 23, le pus de la princesse servait à inoculer des enfants d'ouvriers du palais. Allait observer minutieusement les déroulements des 5 opérations. Il notait les irrégularités, les cas de fièvre et d'éruption. Il s'alarmait lorsque la fille de la nourrice développait une véritable petite vérole, justifiant les précautions et les inquiétudes. La petite Elisa, quant à elle, n'eut que la vaccine. Pour plus de sûreté, un de ses compagnons de vaccine reçut une injection variolique qui, au soulagement général, resta sans effet. On le fit coucher avec ses frères qui venaient d'attraper la variole. Puis on l'envoya à l'école fréquentée par des enfants contagieux, sans que ces périls entament son immunité vaccinale. Allais rédigea un procès-verbal très détaillé qu'il présenta au médecin toscan, puis à ses collègues de l'Institut de France. Alors, quand je me suis réjoui qu'elle ait fermé des écoles religieuses, c'est parce que à l'époque, ces écoles étaient vraiment peu... à part quelques-unes, comme j'explique dans mon livre consacré à des correspondances intitulé Une comtesse des ténèbres, la plupart de ces écoles, enfin pas toutes, il y en avait quelques-unes d'un certain niveau, étaient vraiment limitées sur le plan de l'enseignement des savoirs, et les filles pâtissaient de la misogynie ambiante. C'est pour ça. Ce n'est pas pour la religion elle-même, mais c'était vraiment un enseignement très axé sur la couture, la religion, et il y avait peu de bases généralement, à part dans quelques institutions très cotées, dont je parle dans mon livre d'ailleurs. Il y avait très peu d'enseignements sérieux, je dirais. Voilà. Je précise parce que ça peut prêter à confusion. Elisa, heureuse mère, entreprit alors de diffuser la vaccination en mettant en œuvre la législation ambitieuse qu'elle avait édictée. Un décret du 25 décembre 1806 prescrivait l'obligation de dénoncer les cas de variole, la responsabilité des mères, le séquestre des malades assuré par l'autorité militaire. Il ordonnait la vaccination de tous les enfants dans les premiers mois suivant sa naissance. Écrivant à son ami le comte de Ségur, Elisa se flattait à la fin de février d'avoir fait en un mois vacciner 15 000 enfants. Voilà. Donc c'est intéressant parce que j'ai envie de me pencher un peu plus sur le cas de cette princesse napoléonienne. Moi j'ai un petit peu de réticence vis-à-vis de cette famille, ça fait un petit peu arriviste, cette famille, mais là il y a quand même des gens bien, des gens éclairés dans cette famille Napoléon. Voilà, donc je vous engage à lire cet ouvrage, qui n'est pas mal du tout, qui n'est pas cher en plus, mais qui demande quand même, je vous le dis, une certaine attention. Ce n'est pas un livre de complète vulgarisation, ce n'est même pas un livre vraiment de vulgarisation. Il y a beaucoup de passages un petit peu ardus. Alors j'ai surligné pas mal de passages. Peut-être que je vous le présenterai, peut-être que je l'utiliserai, on verra. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt et bonne nuit.